Hello hello! Bienvenue dans la saison 6 de Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de 2 grands ados et complètement accro au voyage. Dans ce podcast, on tord le cou à cette idée folle que voyager avec des enfants, ça ne sert à rien puisqu'ils ne s'en souviendront pas. Mais que nenni! Et mes invités le prouvent chaque semaine. Ici, on parle voyage à pied, à vélo, en voiture, en camping-car. Les parents voyageurs partagent leurs itinéraires et racontent leurs activités avec les enfants, les spécialités locales à savourer, les galères à éviter et même leur budget. De quoi vous donner plein d'idées pour vos prochaines vacances en famille. Cette saison, les top 5 changent de cap. Une fois par mois, on met les voyages entre parenthèses et on parle parentalité et éducation avec des invités au top. Le podcast est disponible sur le blog familleetvoyage.com, sur toutes les plateformes d'écoute et sur la web radio Allô la planète. Allez hop, nouvelle conversation. Aujourd'hui, je reçois Erika qui vit à Madrid avec son mari et leurs 3 jeunes enfants. Alors ce n'est pas l'expat à qui je tends mon micro, mais la coach spécialisée dans l'accompagnement des adolescents et la cofondatrice de I Am Strong, la première plateforme dédiée au bien-être et à la santé mentale des jeunes. Saviez-vous que 68% des 11-24 ans se disent stressés ? 68%. Dans cet épisode, nous allons explorer des solutions concrètes. Parmi les 5 conseils d'Erika, nous verrons notamment pourquoi établir une routine peut faire des merveilles et comment la technique de la cohérence cardiaque peut également les aider. Si vous êtes parent d'ados et que vous cherchez des moyens efficaces pour les accompagner dans la gestion de leur stress, cet épisode va vous plaire. Allez, c'est parti pour le top 5 des conseils d'Erika pour réduire le stress de nos ados. Hello Erika! Bonjour Stéphanie. Comment ça va? Très bien. Merci d'être présente sur le podcast. Merci Stéphanie pour son invitation. Pour commencer et pour que les gens comprennent qui tu es, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc moi je suis Erika Sédou et je suis coach spécialisée dans l'accompagnement des jeunes, donc plutôt des adolescents. Et je suis surtout cofondatrice de I Am Strong, donc qui est la première plateforme d'accompagnement qui est dédiée au bien-être et à la santé mentale des jeunes. Donc quand on parle des jeunes, on parle des collégiens, des lycéens, des étudiants. Et on a conçu avec I Am Strong une méthode d'accompagnement positive qui va les aider à renforcer leur confiance en eux, à surmonter leurs défis, qu'ils soient scolaires ou personnels, et tout simplement à trouver leur place dans la société. Notre méthode, elle s'appuie sur les méthodes des thérapies cognitives et comportementales et sur les méthodes du coaching pour offrir vraiment un accompagnement qui est positif. Nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste, qui est personnalisé et qui est concret pour ces jeunes. Voilà, donc ça c'est pour la partie plus pro. Et pour la partie plus perso, je suis aussi maman de 3 jeunes enfants. Et pour la petite anecdote, comme on est quand même sur un podcast de voyage, je vis à Madrid depuis 5 ans. Tu dois avoir moins froid que nous à Madrid. L'hiver, il fait froid. On a un grand ciel bleu, mais c'est plutôt un climat de montagne. En fait, on a la montagne toute proche, près de Madrid. Donc il fait froid, mais il fait très beau. Je rebondis sur ta présentation. Tu as insisté sur le mot positif de l'accompagnement parce qu'il y a des accompagnements qui ne le sont pas? Non, mais c'est que on va s'attacher. Donc, quand on dit justement qu'on est inspiré des thérapies cognitives et comportementales et du coaching, c'est-à-dire que du coup, c'est des accompagnements qui vont se tourner davantage sur le futur. Donc, on va travailler en fait avec les jeunes des objectifs et on va leur permettre de mettre en place petit à petit, d'atteindre ces objectifs. Et c'est dans ce sens-là, voilà, où justement c'est positif. On va pas s'attarder. Bien sûr, on va discuter, mais on va pas s'attarder à essayer de creuser les causes quand ça va pas, mais on va vraiment plutôt être tourné sur les solutions et sur le futur. Parce que effectivement, si tu passes un temps infini à décortiquer le pourquoi du comment de ce qui se passe, tu laisses le jeune, l'enfant, l'adolescent dans ce marasme dans lequel il est. C'est ça que je comprends. Alors que si tu travailles sur les solutions, tu vas vraiment vers l'avenir, quoi. Voilà, et ça veut dire que si c'est sur des temps plus brefs, on pense aussi que ça correspond davantage à ce que les jeunes sont prêts à faire aujourd'hui. Oui, leur attention est Voilà. pas forcément hyper longue. Et voilà, D'accord. parce qu'il faut les motiver aussi pour faire ces accompagnements-là. On peut pas accompagner, que ce soit justement dans une thérapie, dans un coaching, on peut pas accompagner quelqu'un qui a pas envie de le faire. On peut pas faire à sa place. Donc voilà, donc faut que ça soit aussi quelque chose qui soit motivant, et je pense que du coup, cette méthode-là parle davantage aux jeunes aujourd'hui. Alors j'imagine que c'est plutôt les parents qui vous contactent parce qu'ils sentent que leur enfant ou leur ado Oui, a besoin tout à d'aide. fait. Et ça vous est déjà arrivé que des enfants slash des ados vous disent oui mais en fait non ça va pas le faire. Enfin, j'ai pas du tout envie Bien de sûr, ça, m'ouvrir. oui, ça arrive complètement. Donc vous avez
Tu as totalement raison, Stéphanie. C'est les parents qui nous contactent dans 90% des cas. Et en général, après, ils en discutent en fait avec leur enfant. Je pense que la majorité, du coup, ils ont envie d'essayer. Donc le deal, c'est un peu, je fais une séance et je vois. Et en général, ça, on arrive après du coup à les embarquer. Et il y a une partie qui reste réticente. Et c'est ce que je vous dis dans ces cas-là, ça, on peut pas accompagner quelqu'un qui veut pas le faire. En revanche, nous, justement, ce qu'on conseille dans ces cas-là, quand il y a des jeunes qui sont réticents, voilà, c'est d'essayer de négocier une première séance et lui dire, et tu verras comment ça se passe, parce que c'est vrai, il n'y a pas d'obligation derrière. Donc voilà. Donc c'est ça. Et si vraiment ça marche toujours pas, même après cette première séance, qui est plutôt rare pour le coup, mais c'est déjà arrivé, il faut pas être fataliste. On peut aussi justement accompagner les parents. Et parce qu'en accompagnement les parents, par ricochet, ils peuvent mettre en place des choses chez eux à la maison et aider leur enfant de manière indirecte. Ça marche aussi. Oui, complètement. Tu as fait une petite parenthèse en disant que tu habitais à Madrid pour raccrocher les wagons avec le podcast de voyage. Pour continuer sur cette thématique, est-ce que tu peux nous dire quelle voyageuse tu es ou quel voyageur vous êtes plutôt en famille? Alors, moi, personnellement, parce que je sais pas effectivement si c'était le cas au départ de mon mari, mais moi, je suis plutôt une voyageuse active. Donc, j'aime bien avoir des journées bien remplies où je profite de tout. Voilà, j'aime bien tout voir, tout visiter, tout goûter. Je pense que c'est un peu mon côté épicurien qui ressort en voyage. Évidemment, j'ai appris aussi à ralentir avec mes 3 enfants, ils sont plutôt petits encore, mais ils ont quand même grandi. Donc là, ils ont 3 ans, 6 ans et 8 ans. Donc, je pense qu'on va pouvoir de nouveau barouder. Et quand vous êtes tous ensemble en voyage, donc avec les enfants, pour que tu puisses profiter de plein de choses et que les enfants y trouvent aussi leur compte, tu fais des compromis pour équilibrer vos journées de façon à ce que tout le monde y trouve son compte, j'imagine. Bien sûr, et la vérité aussi, c'est que j'ai changé, c'est-à-dire que je me suis adaptée à eux quand même. Donc le rythme, c'est ça qui a changé, je trouve, dans le voyage avec nos enfants, c'est que on s'est adapté quand même en premier à leur rythme, avec des réveils tôt, des siestes, des couchers tôt. Et voilà, et je trouve qu'il faut l'accepter pour pas être frustré. Les enfants forcent à la patience dans la vie. Et je trouve que c'est aussi vrai pendant les vacances. Et voilà, et je pense que ça m'a appris justement aussi à voyager autrement, à profiter des vacances autrement. Et pour un temps, mon objectif en vacances, avant tout pour le moment, c'est de profiter avec eux. Et voilà, et en grandissant, c'est ce que je disais, on va faire davantage peut-être voyager à la manière que j'aime bien, mais je me sens pas frustrée. C'était où vos dernières vacances en famille? Alors, nos dernières vacances en famille, c'était à Tarazout au Maroc. Est-ce que tu connais? Ouais, enfin de nom, j'y suis jamais allée, mais belle destination. Ouais, très sympa. C'est à 45 minutes d'Agadir, donc on y était justement en hiver, à Noël. Donc c'est au bord de l'océan Atlantique et c'est assez peu connu. Et on a eu vraiment un grand coup de cœur parce que c'est une grande baie, donc il y a vraiment une grande plage magnifique, assez hypnotisante, où se mêlent de manière assez originale des surfeurs, des yogistes, des dromadaires, des pêcheurs. Ah oui. Et donc, ça donne une atmosphère assez hyper authentique, originale, zen. En tout cas, voilà, on a vraiment bien déconnecté pendant une semaine, tous les 5. Donc, c'était vraiment super. Il y en a eu pour tous les goûts. Ouais, pour tous les goûts, voilà. Du dromadaire au yoga en passant par le surf, c'était top. Bon, allez, on repart sur nos ados du collégien à l'étudiant. Est-ce que tu peux nous dire de quel sujet tu vas nous parler et dont tu vas faire le top 5? Oui, moi, je trouvais que c'était intéressant quand on a discuté ensemble avec toi, Stéphanie, de parler du stress chez les jeunes, parce que du coup, nous, c'est ce qu'on voit de plus en plus chez les jeunes qu'on accompagne chez I Am Strong. Il y a vraiment une grande pression, que ce soit une pression scolaire, une pression aussi des relations amicales, une pression sur l'avenir. Donc, en tout cas, voilà, on sent une génération dont ce sujet du stress est à traiter. Et c'était confirmé parce qu'on a réalisé une étude I Am Strong avec l'IFOP qui a vraiment mis en avant cette problématique du stress. Donc, il y a 68% des jeunes entre 11 et 24 ans qui se disent stressés. Donc, c'est pas banalisé. Et en même temps, justement, la bonne nouvelle, pour pas être fataliste, parce qu'on l'est pas chez I Am Strong, tu l'as compris, c'est qu'il y a des outils qui existent. Donc, je me suis dit, je trouvais que c'était intéressant parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on peut mettre en place chez soi, pour pouvoir, en tout cas, arriver à vivre mieux, vivre bien avec ce stress. Eh Voilà. écoute, super. On va passer donc au top 5 de tes conseils pour gérer ce stress de nos ados et faire en sorte qu'ils
qu'ils s'en sortent mieux dans ce contexte, dans cette société qui est pas toujours très bienveillante? Alors moi, le premier conseil que je donnerais aux parents, en tout cas qui ont des enfants chez eux sujets au stress, c'est de les aider à se poser des questions. En fait, justement, de vraiment identifier les causes de ce stress, les manifestations, le niveau. Donc c'est quelque chose justement, ce que je te disais, qui est assez simple finalement à mettre en place, puisqu'on l'a dit, les causes en fait, elles peuvent être diverses et vraiment changer d'un enfant à l'autre. La pression scolaire, et justement, elle vient pas forcément des parents. Il y a des jeunes qui se la mettent tout seuls, voilà, via leur personnalité, qui sont très perfectionnistes. Donc la pression scolaire, les relations avec les amis, on sait à l'adolescence, ça peut créer vraiment des grosses angoisses quand il y a des conflits importants ou qu'on n'arrive pas à se positionner dans le groupe. Il y a les incertitudes sur l'avenir et on sait qu'aujourd'hui, dans le contexte qu'on a, c'est clairement pas facile de devenir un adulte dans le monde d'aujourd'hui. Et puis même, on a même des jeunes qu'on rencontre dans des performances sportives, par exemple. Donc voilà, donc c'est important d'identifier les causes. Et vous pouvez, par exemple, le week-end, encourager votre enfant à repérer les moments où il s'est senti stressé dans sa semaine. Voilà, à quel moment tu t'es senti stressé cette semaine? Qu'est-ce qui t'a fait stresser? Qu'est-ce qui t'a causé ce stress? Et puis du coup, comment tu as réagi? Comment ça s'est manifesté? Est-ce que ça se manifeste par des maux de ventre, par des difficultés à dormir, par des maux de tête, par des palpitations? Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on va s'interroger, plus on relativise et on dédramatise plus facilement. Parce qu'on peut avoir l'impression, oh là là, on est stressé, je suis stressée partout. Puis finalement, quand on voit que, en l'identifiant, en fait, on est stressé, quand on prend la parole en classe, ça réduit, je suis pas stressée partout. C'est pas l'école qui me stresse, c'est la prise de parole à l'oral. Donc voilà. Donc ça, c'est intéressant pour ça, de se poser des questions. C'est parce que ça nous permet de relativiser, de dédramatiser, et puis peut-être, après, évidemment, de mettre des actions en place quand on sait d'où ça vient. Et voilà. Et de la même manière, quand on se pose des questions, il y a une petite question très facile pour mesurer le niveau de stress. Sur une échelle de 0 à 10, à combien te sens-tu stressé aujourd'hui? Sur une échelle de 0 à 10, à combien te sens-tu stressé cette semaine? Ça, pareil, c'est un bon moyen, en fait, de prendre du recul, de relativiser. Et on peut considérer que jusqu'à 6, son niveau de stress, il n'est pas critique. C'est normal d'être stressé, justement, dans nos vies d'aujourd'hui, quand on est collégien, lycéen, qu'on a des examens. Et qu'à partir de 7, peut-être que là, on sent que ça devient dérangeant et qu'il faut apporter une réponse pour minimiser l'intensité. Le stress, il peut être parfois complètement caché. Est-ce qu'il y a des signes qu'on peut repérer en tant que parent si on n'est pas hyper attentif? Dans les signaux qui sont d'ailleurs pas forcément que des signaux de stress, mais on va dire des signaux de mal-être en général, voilà, chez son enfant, on retrouve le sommeil. Ça, c'est quand même un bon indicateur de quelque chose, voilà, qui va pas. Encore une fois, c'est pas forcément du stress, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, c'est un signal d'alerte, c'est le sommeil, surtout chez quelqu'un, par exemple, un enfant qui a toujours bien dormi. En fait, c'est toujours ça, c'est un changement. Donc, du coup, dans les habitudes de sommeil, ça va être un changement dans les notes. Pareil, un bon élève et donc on a des notes qui chutent. Ça peut être sur tout ce qui est alimentation, changement d'alimentation, prise ou perte de poids rapide. Ça peut être un repli sur soi que vous voyez, voilà, il veut de moins en moins partager des repas, il s'enferme dans sa chambre. Le repli sur soi, un changement d'amis. Voilà, donc en fait, on va dire que c'est tout ce qui est changement, Tout changement, tout changement de comportement qui dure, voilà, qui s'installe dans la durée, on va dire, peut vous alerter en tout cas. Un ado qui nous envoie bouler, c'est normal. Mais si c'est tout le temps, tous les jours et le Voilà. reste du temps, on le Si voit c'est jamais. dur, si ça s'intensifie. Et puis, il faut pas hésiter quand on a un doute, en parler à quelqu'un d'autre dans l'entourage pour voir s'il a la même idée. Ça peut même justement un frère et une sœur, son mari ou sa femme, un parrain, une marraine qui est assez présente, les grands-parents. Pour confronter aussi justement son avis. Peut-être que justement ils vont nous rassurer ou au contraire vont dire attends, moi aussi je trouve que effectivement j'ai remarqué ça et ça. Bon, deuxième conseil alors. Deuxième conseil pour diminuer le stress, c'est un peu notre dada chez Armstrong, c'est établir une routine. Donc on est vraiment pro routine, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la routine, c'est des habitudes. Pourquoi? Parce que les habitudes, en fait, elles rassurent le cerveau et elles vont réduire la réactivité au stress. Donc concrètement, mettre en place une routine, en fait, c'est d'avoir tous les jours des choses qui se répètent à peu près à la même heure. D'ailleurs, tout ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est assez vrai pour les adultes aussi. Oui, c'est vrai. Mais d'avoir toutes les choses, tous les jours, les mêmes choses à la même heure. Donc, c'est-à-dire plus ou moins, évidemment, hein, mais c'est pour comprendre l'idée. Voilà, d'avoir les mêmes heures de réveil,
des mêmes heures de révision, des heures de sport, les heures de dîner, les heures de coucher, pour passer finalement en mode automatique et que le cerveau se relâche. Et nous, ce qu'on met en place souvent dans les coachings, moi j'ai déjà mis en place avec des jeunes, ça fonctionne très bien à partir de la 3e souvent. Ce que j'ai remarqué chez les jeunes stressés, c'est quand ils se sont dépassés par leur quantité, notamment leur quantité de devoirs. Ouais. Il y a un moment dans certaines écoles, voilà, où il y a une quantité de devoirs, c'est vrai, qui est énorme. Et du coup, il y a des jeunes, même quand ils sont bons élèves d'ailleurs, c'est pas forcément, voilà, c'est d'ailleurs souvent quand c'est des bons élèves, justement, ce qu'ils ont envie de bien faire. Et en fait, ils se sentent d'un coup complètement dépassés et débordés. Et du coup, l'outil du planning, eh ben, il fonctionne extrêmement bien pour les jeunes. Donc, on construit son planning hebdomadaire. Donc, soit on le fait à la main, très facilement sur une feuille blanche, voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Soit il y en a plein à télécharger sur Internet, qu'on imprime et qu'on remplit. Et l'idée ensuite, c'est de remplir justement son petit planning hebdomadaire avec dans une couleur les heures dédiées à l'école, dans une autre couleur les heures dédiées aux devoirs, ensuite les heures du dîner, etc., les heures dédiées aux activités extrascolaires comme le sport, artistique, etc. Et moi, je l'ai vu justement avec une jeune de 3e que j'ai accompagnée, ça a tout changé pour elle. Donc ça paraît anodin, mais en fait, elle s'est rendue compte que, effectivement, tout rentrait dans une semaine, alors qu'elle n'avait pas du tout cette impression, en fait. Elle avait l'impression que justement, en fait, elle n'avait plus le contrôle. Donc, de faire ce planning-là, en fait, du coup, les jeunes reprennent le contrôle sur leur emploi du temps. Visuellement, ils se rendent compte justement qu'ils ont le temps de tout faire et généralement, ils sont surpris du temps qu'ils ont. Ils voient qu'ils ont le temps de continuer des activités, en fait, extrascolaires, qui ne font pas que école plus devoirs, chose dont ils peuvent avoir l'impression justement à partir de la 3e et du lycée. Et en plus, quand c'est cadré, c'est-à-dire que quand on connaît sa plage horaire, je sais pas, je prends un exemple, lundi, je fais les devoirs de 18h à 20h, en fait, ils sont plus efficaces parce qu'ils ont ces 2 heures allouées plutôt que que du moment où je rentre, j'ai fini les cours de 16h jusqu'à 21h et on fait autre chose en parallèle et voilà, et on a l'impression de rien faire. En fait, là, on a ces 2 heures allouées parce qu'on sait qu'après, à 20h, on a prévu d'avoir un temps libre pour écouter de la musique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très facile à faire, donc que je vous encourage, c'est faire son planning de la semaine qui permet vraiment de reprendre le contrôle sur son emploi du temps et donc du coup d'être moins stressé. Et je conseille aussi vraiment aux parents de pas abandonner les activités dans ce planning et dans cette routine qui ressource, même quand on arrive en première et en terminale. Et effectivement, on a des échéances importantes, je l'ai dit, on a beaucoup de devoirs et du coup, on a l'impression qu'on n'a plus le temps. Mais c'est hyper important, il faut se rappeler que les études aujourd'hui, elles sont de plus en plus longues. Donc, c'est vraiment un marathon, c'est pas un sprint. Donc, il faut aussi pouvoir tenir dans la durée et le burn-out étudiant, il existe vraiment. Hein. C'est un vrai sujet aussi. Et donc, ces activités qui ressourcent, qu'elles soient artistiques, sportives, évidemment, le sport, faut pas l'arrêter, ça réduit le stress en libérant des endorphines qui permettent aussi d'améliorer le sommeil. Donc, ces activités ressources, elles sont vraiment pas éliminées. On peut avoir tendance à le faire. Ça peut ne pas venir des parents, mais des jeunes. Enfin voilà, moi j'ai souvenir, j'ai fait une prépa, que je voulais plus faire de sport, j'avais l'impression que j'avais pas le temps. C'est pas du tout une bonne idée en fait. Donc faut encourager ces enfants à dire que c'est pas du temps perdu. Il y en a besoin pour tenir dans la durée, pour réduire le stress. Voilà, ça fait partie, ça doit faire partie d'une routine équilibrée. Oui, l'exercice de visualisation, il est, effectivement essentiel tant qu'on n'a pas posé sur le papier. Même nous, en tant qu'adultes, tu le disais, ça vaut aussi pour nous. Quand on a une to-do list à rallonge et qu'on n'a pas casé des temps pour le faire chaque chose dans la semaine, on se dit juste qu'on va pas y arriver. Donc, ouais, moi j'ai les emplois du temps des enfants, qui sont plus le grand, mais il est trop grand maintenant, sur le frigo et tout ce qui est extrascolaire aussi pour que ce soit assez clair pour tout le monde de qui fait quoi à quelle heure. Ouais, exactement, ça rassure tout le monde, effectivement, en plus. Tout à fait. Bon, 3e conseil. 3e conseil, donc là, on va partir peut-être sur quelque chose d'un peu plus original. Donc c'est vraiment Ah! sur des techniques de gestion mentale. Donc je voulais vous parler d'une technique de respiration. Donc je sais pas si tu connais la cohérence cardiaque. Oui. Et je trouve que c'est une technique qui est intéressante parce que je vois que les jeunes accrochent pas mal. Parce que quand on leur parle de technique de respiration, ils vont peut-être pas être les plus On les a perdus, direct. On a peut-être perdu sur le sujet. Donc, si vous avez perdu, n'hésitez pas à prendre l'exemple des sportifs pour eux. Donc, évidemment, il faut leur parler de leur rôle modèle. Donc, les sportifs, en fait, et on en a beaucoup parlé pendant les Jeux Olympiques à Paris, ils ont maintenant des préparateurs mentaux et ils utilisent toutes ces techniques pour être prêts le jour J et pour réduire le stress. Et donc, la cohérence cardiaque, en général, les jeunes accrochent parce que c'est assez simple à faire.
C'est pas très compliqué et c'est pas, entre guillemets, justement perché. Donc, en fait, ça consiste en quoi? Il faut inspirer profondément pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes, et ça de manière continue, sans bloquer sa respiration, pendant 5 minutes. Okay. Voilà, donc c'est facile. Oui. J'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes pendant un chronomètre de 5 minutes. Pourquoi? Parce que c'est dans cette fréquence que le cœur entre en cohérence de manière optimale, et donc que le corps s'apaise et que les tensions se relâchent. Donc ça va être à utiliser évidemment sans modération, avant de dormir, la veille d'un examen, ou juste même dans la salle d'examen avant de recevoir sa copie. Donc voilà. Oui, faut être en accord avec soi-même par rapport aux potes autour. Non, parce que ça se voit pas justement. Quand on l'a fait chez soi, en fait, d'inspirer, voilà. Oui, c'est vrai. Et je pense que ça aide. Le moment où on attend sa copie, c'est vraiment un moment quand même très stressant. On a les mains moites. Prendre 5 minutes pour respirer, c'est vraiment efficace. Et c'est facile. C'est pas long à faire parce que du coup, ça dure 5 minutes. Et donc voilà, donc là, ça fait partie. Moi, j'ai vu, c'est des jeunes, en tout cas, c'est la technique de respiration qui plaît à certains. Et voilà, encore une fois, s'ils réchignent au départ, ce qui va être le cas, voilà, il faut les encourager. Parce qu'en fait, ils écoutent. Hein. Vous avez l'impression qu'ils n'écoutent pas, mais en fait, ça rentre dans une oreille, puis ils vont essayer dans leur chambre. Hein. Ben oui. Comme c'est pas très compliqué, une fois la porte fermée, ils vont l'essayer. Et sinon, vous pouvez aussi leur montrer, d'ailleurs, il y a des petites vidéos. Vous tapez cohérence cardiaque sur YouTube. Donc, ils vont bien aimer le voir la première fois. Et vous allez voir, en fait, ça va être une petite bille qui monte sur une vague pour l'inspiration, une petite bille pour l'expiration. Donc, la première fois, ils peuvent suivre la petite vidéo YouTube. Ça va leur plaire. Et ensuite, ils pourront, voilà, leur faire tout seul s'ils ont envie. Mais en tout cas, vous aurez mis vous leur aurez fait connaître, en tout cas, cet outil qu'utilisent les grands sportifs. Oui, c'est ça. La référence aux sportifs, elle fonctionne pas mal, ouais. Et ben, on passe au 4e. Déjà, ça passe trop vite. Donc, le 4e conseil, justement, c'est un autre outil de gestion mentale qui est utilisé par les sportifs. C'est la visualisation. La visualisation, donc ça, c'est justement, donc ça, ils peuvent regarder. Il y a Florent Manodou, qu'on a beaucoup parlé sur YouTube en natation, qui utilise ça. Alcaraz au tennis, justement. Donc, c'est vraiment de s'entraîner. Donc là, je vous propose 2 petits exercices de visualisation. Parce que c'est ça, de toute façon, il faut piocher dans ces outils qui existent. Parce qu'il y en a certains qui vont correspondre à votre enfant et d'autres non. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'il trouve justement un outil qui, pour lui, le déstresse. Donc, il y a un premier outil de visualisation qui est assez simple. C'est où on se connecte à son lieu ressource. Donc, ça, c'est une bonne manière de couper le stress immédiatement et d'envoyer des signaux positifs de détente au cerveau. Donc, il faut prendre un moment de calme, fermer les yeux. Donc là, pour le coup, celui-ci, il est un peu plus difficile à faire devant ses copains en salle d'examen. C'est plutôt chez soi. De fermer les yeux et en fait, on va s'imaginer petit à petit dans son endroit préféré. Un endroit sécurisant, apaisant. Ça peut être un jardin, ça peut être une plage, ça peut être une pièce lumineuse qu'on connaît bien ou qu'on s'invente, etc. Son lit. Voilà, donc, son lit, exactement. Donc vraiment, on choisit son lieu ressource qui nous fait du bien. On en a tous un. Donc voilà, donc la première fois, et on s'imagine dedans, on s'imagine ce qu'on ressent, ce qu'on voit, comment on se sent bien. Et ensuite, dès qu'on en ressent le besoin, on se connecte à ce lieu ressource. Donc ça, c'est la première petite exercice de visualisation rapide. Et la deuxième, c'est plutôt lié à un examen. C'est quand on a une échéance importante, voilà, ça peut être un brevet, un baccalauréat, voilà, quelque chose qui nous stresse et où il y a pas mal d'enjeux pour nous. Et là, l'exercice, ça va être de se visualiser au préalable, une semaine avant, voilà, passer cet examen et le réussir. Et ça, il y a eu des études qui ont démontré que les personnes qui visualisent au préalable les résultats et le succès réussissent plus et mieux. C'est fascinant, non? Moi, j'adore. Complètement. Ah ouais. Ah mais oui. Donc du coup, pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas la différence en fait entre la réalité et l'imaginaire. Donc en fait, l'image du résultat de succès, il va s'imprimer déjà dans l'inconscient. On ancre déjà cette réussite dans le cerveau. Donc quand on arrive à l'examen, on est moins stressé, on est en confiance. Il faut juste pas se dire bon maintenant que je l'ai visualisé, c'est bon, j'ai plus besoin de travailler. Non, exactement. C'est plutôt on a travaillé et le dernier exercice, on se visualise. D'ailleurs, à mon avis, si on n'a pas travaillé, on n'arrive même pas à se visualiser en train de réussir. Voilà. On se visualise pas du tout et puis on est tellement confiant qu'on arrive hyper zen au bac. Mais du coup, ça c'est intéressant. Il faut vraiment en revanche prendre le temps de se visualiser. Donc c'est pas voilà, il faut vraiment fermer les yeux
et se voir, par exemple, justement, imaginer tout le jour J, donc recevoir la copie, voir voir notre réaction avec le sujet en se disant ah bah non c'est bon, je suis confiant, j'ai révisé cette thématique, se voir rédiger, se voir rendre la copie dans les temps, s'imaginer sortir confiant d'avoir réussi, etc. Et en tout cas, c'est un vrai impact. Et là aussi, il y a des audios. Nous, on a des audios sur I Am Strong et il y a des audios qui sont disponibles sur Internet. Voilà. En tout cas, c'est intéressant d'essayer. Ça marchera pas avec tous, mais ça, en plus, c'est quelque chose ensuite qui marche pour toute la vie. Hein. Je trouve que c'est hyper intéressant. Nous aussi, en tant qu'adultes, on est Complètement. stressés pour différentes raisons, pas forcément pour tout, heureusement, mais de tester différentes méthodes peut aider au quotidien, aussi les grands adolescents que nous sommes. Et ben, on passe au 5e conseil. Donc, le 5e conseil, justement, pour aider un enfant sujet au stress, c'est lui donner confiance. Eh oui. Lui donner confiance en soi, c'est la base, hein, évidemment, de tout. Donc, qu'est-ce que c'est la confiance en soi ? C'est vraiment tout simplement de croire en ses compétences et en sa valeur. Donc, ça va nous aider évidemment à gérer son stress parce que avoir confiance en soi, ça va nous permettre d'affronter les défis avec sérénité, de croire en ses capacités. Donc ça, c'est hyper important. Et évidemment, il y a des natures d'enfants, des personnalités. Donc, tout n'incombe pas aux parents. Et heureusement, ce serait une trop grande responsabilité. Donc, on le sait, on le voit bien même dans une fratrie. Il y a des enfants qui ont naturellement plus ou moins confiance en eux. Le parcours scolaire va avoir un impact énorme après sur cette confiance. Mais les parents peuvent aussi justement jouer un rôle là-dessus, voilà, par petites touches pour essayer d'aller dans le bon sens. Donc concrètement, comment on peut aider pour donner confiance à son enfant ? C'est les complimenter. Faut pas avoir peur. On voit de temps en temps des parents qui ont peur de trop complimenter leurs enfants parce qu'ils ont peur d'en faire des enfants, je sais pas, insupportables, narcissiques. Non, vraiment, on est clair, que ce soit les coachs, les psychologues, non, il n'y a pas de risque. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, déjà, l'école se charge de pointer ce qui va mal et de ce qui ne font pas assez bien. Donc, on a vraiment ce besoin de parents de compensation aussi, et notamment à l'adolescence, où vraiment il y a l'estime de soi est fragile. C'est important de souligner ce qu'ils font de bien, de souligner leurs atouts. Voilà. En tout cas, vous le ferez jamais trop à l'adolescence. Donc ça, c'est quelque chose finalement qui est facile, mais quand on ne prête pas attention, voilà, dans le quotidien. Qui est pas si facile que ça. Pour le coup, un enfant qui travaille et qui est stressé, c'est facile de le complimenter et de l'aider à croire un peu plus en lui. Un enfant qui fout rien et qui est pas stressé du coup, mais qui stresse les parents parce qu'on sait bien que l'échéance elle arrive et qu'il va dans le mur s'il faut rien, c'est plus compliqué de trouver des moments pour le complimenter. Ça Et sent le alors là, vécu, dans non ? ces cas, je sens et je comprends. Mais là, du coup, il faut essayer de complimenter quand il y a des efforts. C'est-à-dire complimenter l'effort, complimenter les petits pas, c'est-à-dire voilà les petits pas atteints, les petites réussites. C'est ça qui va les encourager du coup à aller plus loin. Ça serait mon conseil. Oui, non, mais et complètement et on fait malheureusement pas tout bien tout le temps, comme il faudrait et on fait un peu comme on peut, souvent. Bien sûr. Mais oui, oui, bien sûr, au moins la progression, bon, faut qu'il y en ait et pas être sous la menace, Ouais, mais permanente de, c'est «Si hyper tu fais pas difficile. si tu fais pas ça, tu auras pas autre chose», Exactement. quoi. Mais on est tous Mmh. parents et on fait tous ça de temps en temps, évidemment. Là, c'est aussi, voilà, on est dans des situations idéales, mais ce que vous pouvez faire aussi dans ce genre de cas, c'est de faire attention de ne pas fixer des trop grands objectifs, trop lointains Ah bah, bien dans sûr. ce genre de Mmh mh. problématiques, mais vraiment des objectifs au jour le jour, à la semaine, pour que ça soit plus facilement réalisable et pour qu'il y ait justement des médailles et des victoires à accrocher. Ah ouais, complètement OK. C'est plus le stress des parents, sur ce profil d'ado-là, Oui, qui est je comprends. difficile, Bien sûr. à gérer. Mais il faut trouver la ressource, faut faire de la cohérence cardiaque, avant de lui hurler dessus parce qu'il a encore rien fait. Mais oui, après on trouve aussi des aides extérieures. Alors, on se connaissait pas donc et puis je le trouvais pas stressé, c'était justement ça Mmh. mon problème principal. Mais j'ai fait appel à des profs, pour qu'il y ait une aide extérieure parce que de toute façon moi sur, le programme de terminale, c'était plus possible. Mais c'était même pas
le problème de savoir le faire, c'est juste qu'ils ne le faisaient pas. Et Ouais, en bien fait, sûr. avec une aide extérieure, c'est beaucoup plus facile et résultat, ça a fonctionné. Complètement. Quand on n'y arrive pas, l'aide extérieure, et en plus, il y a moins de voilà, il y a moins d'émotions, tu Ah oui, vois? il y a moins Dans d'affect. il y a moins d'affect et donc ça se passe généralement beaucoup mieux. Si on revient à notre petit cas de comment donner confiance à un enfant qui est stressé, et je pense que ça vaut d'ailleurs même pour les autres, hein, c'est les identifier et d'ailleurs quelqu'un même du coup dans un jeune qui est pas motivé, si j'entends bien, c'est de les aider à identifier leurs grandes qualités. Moi, ce qui m'a frappée quand j'ai commencé justement à accompagner des jeunes, c'est que très peu arrivent à donner Ils leurs savent pas. qualités. Non, Mmh. Mmh mh. très, très C'est peu. terrible. Terrible. Et d'ailleurs, du coup, quand on leur pose la question, ils sont assez mal, en fait. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on peut essayer de faire parce que parfois, justement, même un manque de motivation, ça peut cacher un manque de confiance en soi. On a ce cas d'enfants qui font, entre guillemets, voilà, plus rien parce qu'ils ont peur de rater s'ils se mettent à faire quelque chose. Donc, on peut, voilà, identifier les 5 grandes qualités. C'est jamais du temps perdu. C'est du temps gagné pour toute la vie. Et donc ça, voilà, n'hésitez pas à leur poser des questions, à mettre en avant aussi ce que vous observez pour qu'ils soient capables d'avoir 5 grandes qualités sur lesquelles se reposer et sur lesquelles croire pour y arriver. Et ça, vous pouvez le réutiliser donc par rapport à avant une grande épreuve scolaire, un examen ou sportive ou une compétition sportive. Vous pouvez l'encourager à dresser une liste de ces 3 atouts qui font qu'il ou elle peut y arriver. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'un examen, premier atout, je m'écris, j'ai déjà eu une bonne note dans cette matière, donc j'en suis capable. 2, j'ai bien révisé. 3, je sais que je suis assez rapide, donc j'aurai pas de problème, j'aurai fini à temps. Et ça, c'est hyper chouette de faire ces 3 listes d'atouts la veille d'une échéance importante. Finalement, sur n'importe quel type de profil, ça permet vraiment justement, je pense, d'encourager, de motiver. Au-delà de réduire de stress, ça permet de motiver, de voir qu'on peut y arriver. Donc voilà, donc ça en tout cas c'est le message, c'est la confiance de toute façon, c'est la base de tout. Donc ça aide aussi sur les jeunes qui sont stressés ou les jeunes qui sont pas motivés. Oui, tout à fait. Bah, ça y est, on a fait les 5. Exactement. En tout cas voilà, moi mon message c'est de dire que il y a pas de fatalité dans la problématique et justement c'est ce que toi aussi justement tu as vu avec ton enfant, il y a pas de fatalité dans les problématiques et notamment sur la problématique du stress. Il faut apprendre à se connaître et à connaître des clés, que ce soit des clés de gestion de stress, des clés de motivation pour arriver à aller de l'avant. Et quand, vraiment on a la tête, dans le seau et qu'on n'y arrive pas, On fait on appel à de l'aide t'appelle! extérieure. Exactement, voilà et ça peut être même un proche de la famille, je le dis même avant tout, un grand cousin, un grand-parent et sinon voilà, un coach, un psychologue. Donc parfois, c'est sur des temps courts, ça sert à rien d'attendre que les problèmes soient graves et ancrés, parce que du coup, on peut vraiment changer la donne en quelques séances, changer la dynamique au sein de la famille, donc c'est vraiment très précieux. C'est hyper important et intéressant, je trouve, de t'entendre dire que ça peut être court, parce que souvent, quand on n'y connaît rien, on se dit, «Si on part pour 4 mois de thérapie, on va jamais s'en sortir» et puis financièrement aussi, c'est pas Bien rien. sûr. Donc il y a des accompagnements courts qui fonctionnent. Vous accompagnez, vous-même, beaucoup de familles et d'adolescents, sur des temps courts. Donc, je trouve que c'est une information, vraiment essentielle. Au-delà de ça, ce qu'il faut vraiment et on s'en rend compte, en tant que parent, c'est qu'il faut préserver, la relation, entre les parents et les enfants et chercher à les aider et pas à accentuer leur stress, justement. Totalement. Je peux que approuver ce que tu viens de dire, Stéphanie, même si évidemment, c'est pas facile Non, c'est pas facile. tous les jours et dans toutes les familles. Mais oui, c'est ça le plus important, c'est garder le lien, garder la communication, et parce que aussi tout passe, entre guillemets. Donc il faut s'accrocher Ouais, bah, et ouais, que c'est c'est ce ça. que vivent aussi tous les parents. Donc parfois aussi quand c'est difficile, c'est ce qu'il faut se dire, il y a pas mieux ailleurs. Ouais. Oh bah, eux, parfois, ils aimeraient bien être ailleurs, mais ça, c'est parce qu'ils savent pas comment c'est quand eux ne sont pas là chez les Exactement. copains. Bah, si on veut te contacter, on fait comment? Alors, si on veut me contacter, donc soit si on veut me contacter personnellement, il y a LinkedIn où je suis assez active, donc voilà, sur Erika Seydoux. Et sinon, on peut suivre I Am Strong sur notre Instagram, il y a I Am Strong-FR et notre site
www.iamstrong.co. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter qui est gratuite pour les parents, pour les parents d'ados. Bah super. Effectivement, vous avez pas mal de ressources qui permettent déjà de se mettre dans l'ambiance et de trouver des tips comme tu viens de nous en donner pour accompagner. Et si vraiment ça suffit pas, il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place grâce à vous. Donc ça, c'est cool. Merci Stéphanie. Pour refinir sur les voyages, c'est quoi votre prochaine destination en famille ? Non, bah alors là, on a une grosse nouvelle, nous, en famille, Oh là là. Stéphanie. Parce on va déménager cette année. Donc, pour la prochaine rentrée, on déménage aux États-Unis, à Miami. Ah oui, vous n'avez pas fait proche. Non, voilà. Donc, ça va être une grosse année familiale pour nous. Et donc, moi, je serais hyper intéressée d'entendre des podcasts sur les États-Unis. Parce que j'ai envie de tout lire évidemment dessus, parce qu'une de nos grandes motivations de ce déménagement, c'est de découvrir les États-Unis en famille. Ah bah oui. D'en profiter au maximum, comme c'est très loin. De pouvoir voyager le week-end pour vraiment découvrir. Donc on ne sait pas par où commencer. Donc j'attends tes recos et tes tips. Eh ben écoute, Miami, j'ai un épisode sur le même format que le tien, un top 5 à Miami avec une grande spécialiste de cet endroit, tout simplement parce qu'elle est guide sur place. Donc super. Tous les endroits kids friendly, elle les connaît et tout ce qu'il y a à faire, elle sait tout simplement. Et les États-Unis étant effectivement très grands, il y a pas mal d'épisodes qui existent déjà sur cette destination. Donc tu auras sans doute de quoi écouter pour un petit moment. Génial. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Erika, pour tout ce que tu as partagé. C'est hyper précieux pour les parents d'ados que nous sommes et pour futurs ados, pour ceux qui ne sont pas encore rentrés dans cet âge merveilleux. Plus ou moins merveilleux en fonction des cas, mais merveilleux quand même. On y est tous passés, donc il faut que ça se passe bien, justement, pour eux aussi. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt Stéphanie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez écouter d'autres voyages, plus de 100 épisodes entre conversations, top 5, galère ton voyage et mes reportages sont disponibles sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. Et tout ça, gratuitement. N'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances et à ceux qui pensent que voyager avec des enfants, c'est trop compliqué. Si l'épisode vous a plu, dites-le moi sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à familleetvoyage_blog. C'est aussi le bon endroit si vous voulez partager un voyage ou me demander un carnet de voyage sur une nouvelle destination. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.